Alain Bénichou, et qui va interagir avec David Abiker, le journaliste. J'y vais là. Donc merci à IBM d'être partenaire de cette Assemblée Générale et d'être partenaire aussi de la commission cloud, de tout le travail qu'on fait sur le cloud à l'EBG. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est que vous avez énormément communiqué. Quand je dis vous, c'est les acteurs de la technologie, hein, notamment IBM, mais pas seulement IBM, avaient énormément communiqué pendant 2 ans sur le cloud. Et qu'est-ce que finalement, est-ce que ce marché s'est concrétisé? Est-ce que c'est un gros marché aujourd'hui, le cloud? Est-ce que des applications sensibles sont basculées en cloud? Lesquelles, par exemple, si vous pouviez, donc je compte sur vous. Bah oui, là, vous êtes en train de poser mes questions, là. Voilà, je vais rien pouvoir lui demander. Voilà. Comment donc, je vais faire? Soyez no bullshit comme vous l'êtes à la télévision. Et, no bullshit. Voilà, allez directement. No bullshit et no bullet point. Merci. Okay. Pas de PowerPoint. Pas de PowerPoint et pas de laundry list. Rien. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous et avec vous, Alain Bénichou. C'est toujours un plaisir, surtout cette année où le Petit Robert édition 2013 a fait entrer des nouveaux mots dans le dictionnaire qui sortira bientôt, le Petit Robert. Vous en avez parlé ce matin à demi-mot avec le patron Baudouin Pro et puis Lorenzi, quand vous avez parlé d'économie. Il y a des nouveaux mots qui sont super. Hein. À la lettre A, il y a agence de notation. À la lettre D, il y a dette souveraine. À la lettre G, il y a génération Y. Et puis à la lettre N, on trouve le nuage informatique. C'est nouveau ça, vous êtes content? C'est nouveau, oui, c'est bien d'ailleurs qu'on traduise en français, je trouve. D'ailleurs, vous me faites penser à un truc. Vous avez fouillé? Oui, il y a 3-4 jours, je me suis dit qu'après 2 ans et demi chez IBM France, peut-être que je devrais aller voir le coffre d'IBM France. Alors, il y a les archives et puis il y a le coffre, c'est encore pire. Mais il est où? Il est pas loin de mon bureau. C'est un vrai coffre, il a fallu trouver les clés, la combinaison, etc. On va dans le coffre et puis il y a des choses effectivement dont je ne souhaite pas parler ici, et d'autres, et je tombe sur un truc extraordinaire qui date du début des années 50. Mon lointain prédécesseur se posait le problème, alors qu'il allait annoncer le premier computer, de comment traduire le mot computer en français. Et il avait demandé à un membre de l'Institut, et à l'époque très important, Louis Armand, et j'ai retrouvé cette lettre manuscrite de Louis Armand qui commence ainsi: « Que diriez-vous d'ordinateur ?» Et c'est assez extraordinaire parce que c'est dans cette correspondance-là que le mot ordinateur, qui est si populaire aujourd'hui, a été inventé en clair. Donc vous avez fait IBM entrer dans le dictionnaire le mot ordinateur, et là cette année... C'est pas nous qui avons fait rentrer le mot nuage, mais... mais vous êtes un peu responsable, parce voilà. que vous avez largement évangélisé le marché. On a vu cette année plein de pubs partout, et encore cette année, l'année dernière, ça a commencé. Il y avait beaucoup de publicité, il y avait beaucoup de colloques autour du cloud computing pour expliquer ce que c'était que cette technologie, comment ça marchait, les bienfaits de recourir au cloud. Et c'est un peu ma première question. Finalement, quel est l'intérêt du cloud en termes de business? C'est la plus vaste, c'est la plus large, mais finalement, vous, Alain Bénichou, qui avez en plus une carte commerciale très forte chez IBM depuis plusieurs dizaines d'années, vous vous pointez chez un client et vous lui dites « il faut clouder », c'est quoi vos arguments? Moi c'est très simple, je pense que d'abord c'est un énorme marché, on l'estime à 2015, hein. Vous savez, notre feuille de route est toujours à 5 ans, 2015, 2010-2015, c'est environ 50 milliards de dollars. Ce qui est certain, c'est que je vais lui dire, c'est une façon de transformer vos modèles d'affaires. Ça n'est pas uniquement une façon de stocker des données plus facilement, moins cher, certainement, ça l'est, mais c'est surtout une façon de travailler plus vite, ce qu'on appelle la flexibilité, la rapidité de mise en place, et surtout le vrai prix, quoi, c'est-à-dire le prix à la demande, un peu comme Jean-François disait tout à l'heure, Jean-François Cirelli, avec son robinet de gaz. C'est exactement ça. Donc, la scalability, la flexibilité et la transformation des modèles d'affaires. Pourquoi? Parce que, en fait, on va mettre en commun ces informations, ces applications, et ça a un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir de décloisonnement de l'entreprise. C'est un pouvoir de transversalité. Alors, les modèles d'affaires qui se transversalisent, si je puis me permettre, le mieux, c'est évidemment le commerce électronique,
c'est évidemment la supply chain. Imaginez une entreprise comme par exemple Carrefour ou Auchan, ils ont environ 4500 entités logistiques avec lesquelles ils correspondent. Vous imaginez bien que mettre tout cet écosystème sur le cloud, ça va évidemment rendre extrêmement performant plutôt que d'avoir des interactions de point à point. Je vous arrête parce Voilà que tout le monde n'est pas spécialiste dans la salle, et moi le premier. Prenons un cas avant-après, qu'éventuellement vous ayez traité. C'est-à-dire j'ai une grange à foin avant pour stocker mes données, et puis ensuite j'ai recouru au cloud. Est-ce que vous pouvez nous faire un descriptif de la situation A et puis de la situation B? C'est vrai que si vous avez une grange à foin, il faut des gens pour les mettre. Il y a une file d'attente pour aller dans la grange et les mettre un par un. Alors que si vous êtes sur le cloud, il y a des accès simultanés, je dirais de façon avec des informations et des capacités qui sont virtuelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les déterminer à l'avance. On peut les faire croître énormément lorsqu'il y a il y a une demande forte, alors que votre grange, ma foi, elle a ses limites et vous avez la capacité de foin finie possible. Le cloud, en théorie, est infini, c'est ça. Enfin, cette idée que vous avez une capacité, une puissance, une capacité de stockage infinie est extraordinaire. Alors, d'après les études IBM, c'est-à-dire vos chiffres, vous dites que 90% des entreprises mettront en œuvre un projet cloud computing d'ici 2015. Alors, quand vous allez les voir, vous leur dites le cloud c'est merveilleux, ça permet d'optimiser tout un tas de choses, éventuellement de faire évoluer ses métiers, de disposer des données de façon plus efficace, peut-être de façon plus économique. Quand les clients consultent un expert en cloud, à quoi ils pensent et qu'est-ce qui les tente? Alors, ce qui les tente précisément, c'est cette idée qu'on va pouvoir mettre en place des processus collaboratifs dans une entreprise. Ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire avec des systèmes centraux bien faits. On peut le faire, mais on peut le faire, ça nécessite une infrastructure, un investissement initial, ce que les gens appellent le CAPEX, qui est extrêmement fort. Là, c'est quoi le CAPEX? C'est-à-dire que vous allez devoir mettre de l'argent sur la table avant d'avoir le retour sur investissement. Alors que là, vous êtes en mode OPEX, c'est-à-dire Operating Expense. C'est-à-dire, au fond, vous allez payer en fonction de votre utilisation. Donc ça, c'est effectivement extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez parlé de dette et d'accès au capital, c'est une des choses fondamentales. Pour une PME aujourd'hui, une deuxième chose, c'est d'avoir cette flexibilité extraordinaire. Si je crois, eh bien, je suis d'accord pour payer plus. Si je n'ai pas besoin de croître, eh bien, je resterai avec une consommation très, très modeste. Le deuxième point, imaginez aussi, c'est cette capacité de recréer son entreprise de façon fractale dans tous les environnements et dans tous les lieux géographiques possibles. J'ai en tête une entreprise qui s'appelle Trace, peut-être qu'elle est représentée ici, qui fait un business extraordinaire. Trace, c'est un business de déconstruction. Alors, quand vous prenez un building et que vous le déconstruisez, c'est-à-dire vous le démolissez en gros, vous devez absolument enregistrer la totalité des choses que vous avez démolies, pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de traçabilité précisément. Donc comment faire en ayant ce savoir-faire-là, vous devez faire ça ad vitam aeternam, c'est-à-dire 75 ans après, on veut pouvoir vous demander ce que vous avez fait. Donc comment le faire, certes, à Saint-Brieuc, mais aussi à São Paulo au Brésil, avec la même application précisément d'enregistrement des données. Ben voilà, ce que le cloud permet, c'est que vous avez Trace in the Cloud, qui va permettre à cette entreprise d'être mondiale, sans aucun problème, je veux dire, en le décidant, voilà, tout simplement. Est-ce que ça change la manière de travailler? Alors j'imagine qu'il n'y a pas que les directions des systèmes d'information qui sont concernées quand elles s'engagent dans un projet cloud. Qu'est-ce qui change dans l'organisation de travail? Oui, l'organisation, vous le voyez, vous dites, mais tout le monde regarde le cloud. Alors on a l'impression que c'est en haut. En réalité, bon, souvent c'est en bas dans les data centers en béton. Bon. Mais en réalité, c'est complètement une pyramide écrasée. C'est-à-dire, c'est le monde par excellence de la génération Y. Pourquoi? Quand vous prenez par exemple le cloud privé d'IBM, qui est le système de connexion. Pourquoi? On est une entreprise de 425 000 personnes. Impossible de ne pas trouver quelqu'un qui est tombé sur un problème donné, qui a trouvé une solution. C'est impossible. Forcément, sur cette richesse, cette masse humaine, il y a forcément quelqu'un qui peut répondre à vos problèmes. Vous imaginez bien que ce truc-là, qui est sur le cloud, va permettre précisément d'écraser complètement les pyramides. Et le vice-président va s'adresser au jeune embauché à São Paulo qui, lui, a découvert la solution à son problème. Donc le collaboratif
que le cloud permet ici, ça change effectivement. Ça change d'ailleurs le moral des gens. Je pense que dans une entreprise où vous êtes respecté pour votre compétence, pour ce que vous savez ou ce que vous avez réalisé, plutôt que par ce que vous représentez, c'est quand même très important. Voilà un peu ce que ça change quand même le cloud. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience en matière de gain de productivité sur des dossiers clients? J'ai vu dans une vidéo qui est sur Internet, donc rien n'est secret, que vous aviez bossé avec Conforama, me semble-t-il. Oui. Voilà, ils font du meuble. C'était quoi le brief et c'est quoi le résultat? Le brief de Conforama, c'était effectivement, à mon avis, le supply chain et le multicanal. Une autre, j'aime bien parler puisque vous me parlez de Conforama, de l'Occitane. Je trouve l'Occitane en Provence est une entreprise extraordinaire, parce que c'est des magasins formidables, vraiment une réussite extraordinaire. Et ce sont des gens qui ont des magasins dans le monde entier. Et la question qui se pose, c'est comment réassortir ces magasins en fonction des zones géographiques? Comment vous faites? Vous ne savez pas combien de savon à la lavande vous avez besoin à Tokyo par rapport à... Alors, vous pouvez vous baser sur l'expérience ou vous pouvez au contraire analyser la blogosphère, tous les réseaux sociaux et vous dire exactement de quoi on parle et quelle est la demande en réalité pour ce... Le cloud qui a été mis en place avec des outils que nous avons a permis effectivement d'augmenter, je crois, de 1700%, je dirais, la capacité à répondre aux besoins des clients, c'est-à-dire d'éviter les surstocks, évidemment, et d'éviter les absences de stock dans les deux cas. Voilà. Donc, vous avez tout à l'heure employé, pour parler du cloud d'IBM, l'expression cloud privé. Ça veut dire qu'il y a un cloud public et un cloud mixte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, alors ici je suis sûr que tout le monde sait ça, mais enfin, le cloud c'est une technique, c'est une technologie. D'ailleurs, les gens parlent de cloud computing, franchement, en disant que c'est une avancée technologique absolument extraordinaire. Donc vous savez, les principes fondamentaux du cloud ont été inventés et ils sont éculés depuis 5 ans. Il n'y a rien de nouvelle technologie dans le cloud. Les machines virtuelles, tout le monde sait ce que c'est. La question qui se pose, c'est précisément de mobiliser ces infrastructures pour les mettre en commun, faire une taxonomie, faire évidemment le pricing, le fait de pouvoir payer à la demande, et les notions évidemment de performance et de sécurité, s'il vous plaît. On en reparlera peut-être. On va en parler très vite. Mais si vous mettez ce système-là, vous pouvez le mettre sur les données privées de l'entreprise pour un cloud privé, c'est-à-dire il vous appartient. Imaginez que vous puissiez donner, par exemple, un infocentre des données clients pour BNP Paribas, des choses que Baudouin devrait considérer, de façon à mieux connaître ses clients et précisément spécialiser ses canaux, comme il a dit. Ça, bien entendu, vous imaginez bien que ces données-là, on ne va pas les mettre sur un cloud public. Il est très possible que Baudouin et Jean Laurent décident de mettre ce système dans un cloud privé. Si vous êtes Carrefour, comme je le disais tout à l'heure, et que vous mettez en place un outil de gestion et de supply chain, de gestion logistique, vous-même et tous vos clients transporteurs sous-traitants, il y en a à peu près 4500 d'après ce que je sais, vous allez avoir un cloud qui va correspondre à votre écosystème. Et ça, c'est un cloud mixte, c'est-à-dire les entreprises de votre écosystème vont accéder à ce cloud. Et bien entendu, le cloud public. Vous avez une application que vous aimez bien, par exemple l'email, et vous voulez l'utiliser, c'est pas grave. Vous faites confiance d'ailleurs à votre provider de cloud pour bien séparer les domaines, mais cette application-là, au fond, elle est la même pour tous. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous disent moi le cloud jamais, et qui sont totalement réfractaires et parfois pour d'excellentes raisons qui tiennent à leur culture d'entreprise ou à leur métier? Il y a eu plein d'entreprises qui me disaient le client-serveur jamais, les data virtuelles jamais, l'email jamais. Enfin, il y a même Thierry Breton qui dit l'email jamais. Bon, j'ai connu ça, donc il y a pas mal de gens qui disent l'email jamais. Essayons de dépasser les gens qui sont de toute façon en disant je suis sur mon mainframe et je l'adore et je vais y rester, d'accord? Il nous en faut quelques-uns, mesdames et messieurs, excusez-moi. Hein, on ne peut pas enterrer le mainframe. Hein. À chaque fois qu'on a dit qu'on l'enterrait, d'ailleurs, on s'est pris une drôle d'histoire, parce qu'il n'arrête pas de croître. Mais en revanche, non, il y a des gens qui ont peur. Alors, ils ont peur pour des raisons de sécurité, et essentiellement de performance, mais aussi, curieusement, de maîtrise des coûts. Ils se disent, c'est un peu le syndrome des forfaits, vous savez, pour les jeunes enfants. Ma fille, par exemple, par définition, va dépasser son forfait, quelle que soit la limite que je lui mets. Alors voilà, donc il y a un problème aussi de coût.
Si ces informations sont tellement faciles d'accès, est-ce qu'il va pas y avoir une inflation des coûts? Mais la sécurité et la performance sont les deux premières choses que je m'entends dire. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que quand on met le doigt dans un projet cloud, on se dit je vais perdre le bras? Non, je pense pas. Non, on est capable, Dieu merci, les acteurs sérieux de ce marché sont capables de limiter, de mettre des profils qui permettent de limiter les utilisations et de ne pas aller faire des coûts totalement déraisonnables. Il y a des systèmes d'alerte, de contrôle, voire même d'arrêt. Mais il faut faire très attention. Le cloud est quand même une technologie difficile. Quand vous dites ma capacité est infinie, c'est théorique, elle n'est pas infinie. Vous avez un prestataire, et derrière, il faut qu'il mette en place les systèmes, les stockages, les ordinateurs. Plus vous utilisez, et plus vous en avez besoin. Enfin, nous, on a par exemple, on opère le cloud de tout le système de Roland-Garros, d'ailleurs de tous les tournois du Grand Chelem. Bon, l'an dernier, on avait 10 millions d'utilisateurs uniques. Cette année, on en a 14 millions. C'est pas où ça va aller. Il y a eu 400 millions de pages lues. On a eu, évidemment, à gérer ça on the fly, c'est-à-dire à mettre en place des systèmes extrêmement virtuels pour consolider les informations, pour utiliser un serveur à 100% au lieu de l'utiliser à 11% de temps en temps, en moyenne, et puis à 100% de temps en temps, pardon. Voilà, c'est donc des techniques extrêmement précises pour pouvoir mettre à la disposition ce nouveau modèle. C'est quand même compliqué. Et puisque vous parlez de Roland-Garros, vous avez eu des attaques pendant le tournoi. Vous avez été attaqué plusieurs fois. Alors j'ai fait venir notamment tous nos clients banquiers dans l'antre de Roland-Garros pour leur montrer, je crois que vous avez visité aussi David, ça, mais pour leur montrer ce système qui était surtout un système analytique. Ce n'est pas uniquement un site web, le site de Roland-Garros. Au fond, Roland-Garros, qu'est-ce que c'est? C'est une multinationale, une grosse multinationale, pendant 15 jours. Vous voyez bien que le cloud s'applique très bien à ça. Pendant 15 jours, vous allez avoir des millions d'utilisateurs, des gens qui ont besoin de savoir, des informations, des journalistes, des joueurs. Tout le monde va accéder pour savoir ces données, etc. Et au milieu de tout ça, mon cher David, il y avait environ 100 000 attaques, tentatives d'intrusion par semaine. Par semaine. 100 000, voilà. Donc, et de plus en plus sioux, comme dirait mon fils. C'est-à-dire de plus en plus élaboré. Si vous croyez que vous pouvez, avec des pare-feux simples, les tuer, non, il y a des espèces de routines, des chevaux de Troie qui se glissent. Ils envoient des morceaux de code open source, mais avec des petites routines en assembleur qui ne sont pas très bien faciles à décoder. Enfin, donc, ce qui consiste à prémunir contre les attaques et les intrusions, ça c'est très grave. C'est aussi, je dirais même, un sujet de recherche chez IBM. Il y a de l'ordre déjà de 3000 brevets qui sont sur la sécurité, sur les attaques de systèmes d'information. Donc c'est quand même un truc qui, lorsque c'est mis à la disposition de millions d'utilisateurs, devient dangereux, bien sûr. Alors hier, dans le Figaro, lundi 25 juin, dans les pages saumon, il y a un titre magnifique, c'est « Alerte au risque d'espionnage dans le cloud computing ». La CNIL propose un modèle de contrat pour protéger les entreprises qui délocalisent la gestion de leurs données. Alors évidemment, moi je suis patron de PME, je lis ça, je ressens un fort sentiment anxiogène. J'ai peur. Oui. Et la CNIL préconise des contrats qui me permettent à moi de savoir à peu près où sont stockées mes données. Bon. Alors il y a plusieurs religions dans le domaine. Est-ce que vous pouvez faire un état des lieux par rapport à la sécurité et à cet enjeu des contrats? Parce que les Français, les Gaulois, ils ont peur que le cloud leur tombe sur la tête. Et là, c'est pareil, c'est les Français les premiers qui ont posé la question juridique du contrat lié aux prestations cloud. Avant même de commencer à travailler, on a déjà des contrats. Bon, ok. Mais, parce que c'est comme ça, la CNIL. Bon, bref. Mais c'est bien, il faut effectivement faire attention à cela. Moi, je crois que l'histoire de l'espionnage industriel, ça fait doucement rigoler. Je pense sincèrement qu'il y a bien d'autres façons d'aller faire de l'espionnage industriel, de piquer les passwords de certains de collaborateurs, de se les acheter pour pouvoir tranquillement rentrer dans les systèmes d'information des entreprises. Mais en revanche, en ce qui concerne les data centers, moi je trouve que c'est une bonne question, David. Je pense que, sincèrement, il serait normal de pouvoir garantir à un utilisateur où sont ses données. Voilà. Il faudrait lui dire c'est en France, c'est en Europe, ou c'est aux Philippines, ou je ne sais pas. Je pense que c'est une question légitime.
Nous, à IBM, nous avons investi 300 millions d'euros dans les data centers en France. Donc on a un cloud public et privé à Montpellier, complètement français. C'était une des requêtes, d'ailleurs, vraiment des requirements de Cégide. Cégide, qui est une grande entreprise. Moi, ce que j'adore dans Cégide, c'est qu'ils ont tous les experts comptables de France. C'est vrai. Si vous êtes un expert comptable, vous donnez pratiquement vos bijoux de famille à votre expert comptable. Donc, vous avez intérêt à être clairement sécurisé. Okay. Ça veut dire qu'il y a quand même, au-delà de l'expression et cette virtualité, un enjeu géographique et presque encore un enjeu de frontière, un enjeu physique sur cette technologie. Quand vous dites, nous, on localise en France, c'est quasiment un gage de qualité, c'est ça? J'ai toujours dit que selon les usages, on peut se poser le problème de se demander de la localisation. Les entreprises comme IBM, qui sont responsables, qui ont des clients et qui ont ce genre d'exigences, doivent pouvoir répondre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le fait qu'on ait choisi la France, c'est la réponse à un business case qui est bon. Je ne sais pas si Jean-François Cirelli est encore là, mais l'énergie n'est pas chère en France. Les ingénieurs sont compétents. Et le real estate, c'est-à-dire les surfaces, les mètres carrés, sont assez peu onéreux. Je ne vois pas pourquoi on irait en Angleterre ou en Allemagne, faisons-le en France. Cloudon français. Avant-dernière question, qui est, le cloud, c'est bien d'aller vers le ciel, mais peut-on revenir du ciel comme Jésus-Christ? Oui, c'est une des questions que je me suis posée. Personnellement, j'ai posé aux collaborateurs, je leur ai dit, mais si c'est Jésus-Christ qui revient, rappelez-vous que Jésus-Christ faisait pas mal d'autres choses. Par exemple, il marchait sur l'eau aussi. Le point ici, c'est de se dire, j'ai mis mes données sur le cloud, j'ai utilisé une application, et si je veux revenir demain matin à la maison, est-ce que c'est réversible? Là, je crois que dans ces contrats dont on parle, bien entendu, il faut se prémunir de où ça sera, d'essayer de savoir où le traitement va se faire, etc. Et avoir de vrais contrats de sécurité. Je suis d'accord avec Isabelle Falco-Pierrotin de la CNIL. Mais moi, je crois que le plus important, c'est de dire, est-ce qu'il y a une possibilité de retour? Si j'ai envie de revenir sur un système totalement privé, je crois que ça doit être possible. Voilà. C'est quoi le cauchemar de cette technologie, les risques? Qu'est-ce qui vous fout la trouille, vous, au quotidien, quand vous intervenez chez les clients et de vos concurrents? Parce que c'est vous qui parlez, mais j'aurais pu poser des questions similaires à d'autres prestataires. Ceux qui notamment sont à Chalon et qui ont créé des emplois là, enfin bon, ouais. Eh bien oui, ils plantent quoi. Enfin, vous avez vu l'histoire d'Amazon, c'est un secret pour personne. Le cloud, ça plante. Moins celui d'IBM. Enfin bon, mais je suis pas là pour faire la publicité. N'exagérez pas, on nous le reproche sur Twitter. Et d'ailleurs, ça ne serait pas vrai. Il y a des messages aigrefins sur Twitter qui disent que vous ne parlez que d'IBM, etc. Pas du tout, parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est quelque chose d'éminemment imprévisible. Vous avez peut-être sur une application donnée beaucoup plus d'utilisateurs que ce que vous aviez prévu. Donc il est normal que ces outils puissent atteindre un certain nombre de limites. Donc le vrai problème, c'est quand même que les utilisateurs aujourd'hui sont extrêmement exigeants. Jean-François Cirelli et EDF, ils vous donnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 votre électricité. Dans toute l'année, vous avez 15 minutes seulement d'indisponibilité dans votre réseau électrique. 15 minutes. C'est-à-dire, grosso modo, personne ne s'en aperçoit. Dans n'importe quel système de cloud, y compris celui d'IBM, vous avez de l'ordre de 7 heures. 7 heures à 10 heures d'indisponibilité. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement tragique et je dirais que les clients ne vont plus accepter. Et le deuxième point, c'est la sécurité, j'en ai déjà parlé. Sécurité environnementale maintenant, ou en tout cas dimension écologique. On voit que la mobilité occupe de plus en plus de disques. On voit ces entreprises qui migrent vers ces technologies. L'enjeu écologique derrière ça, est-ce que le cloud permet de réduire la consommation d'électricité, d'optimiser le stockage de la mémoire, de mieux faire tourner et d'optimiser l'usage de ces fameuses fermes informatiques? Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là par rapport à une demande d'espace et de stockage qui augmente tous les jours? Vous avez aujourd'hui 90 départements environ, chacun a son centre informatique, sa salle informatique, son service informatique. Vous savez qu'un conseil général, d'un département à l'autre, je ne leur fais pas injure en leur disant qu'ils ont à peu près les mêmes applications. À peu près. Si vous imaginiez de mettre l'informatique d'un conseil général
complètement privatisé pour chacun, bien entendu, pour chacun des conseils généraux, dans un seul cloud, évidemment, vous imaginez que vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie. Alors, il est évident que vous avez besoin d'avoir beaucoup d'énergie pour ce data center qui va supporter la totalité des conseils généraux. Je rêve, hein, David, on n'est pas encore là. Chacun est extrêmement religieux et veut absolument avoir ses propres différences. Et donc, nous défonçons à 90 fois plus, bien entendu, nous, en tant que contribuables, pour l'informatique du Conseil général. Mais ce qui est certain, c'est que si on le faisait, regardez l'intérêt écologique. Vous le feriez une seule fois au lieu de 90 fois. Donc ça parle. Et la deuxième chose, c'est qu'on est encore en train de travailler pour que ces supercalculateurs, dont parfois on a besoin d'une centrale nucléaire derrière pour les alimenter, c'est vrai, vont être de plus en plus alimentés avec de l'eau, avec des systèmes qui seront optoélectroniques. Et on va faire énormément de progrès là-dessus. Je crois que c'est d'ailleurs la nouvelle frontière. L'optoélectronique dans les lames de calcul va permettre de diviser par quelque chose comme 1 million la dépense énergétique. Donc il y a encore des progrès à faire. Alain Bénichou, merci. Merci à tous les deux. Je peux faire un sondage express là, parce que vous avez un mur de tweets. Je veux que ceux qui tweetent lèvent la main. Qui tweet pendant la conférence? Eh ouais. Ça veut dire que tous les gens qui font des remarques sur ce qu'a dit Alain Bénichou, sur la façon de le lui faire dire, ont peut-être des questions ou des envies d'intervenir. Non, mais ils veulent aller. Il y a un timing. Sorry pour les tweetos. Tant pis. Merci Alain Bénichou.